Bonjour à tous pour ce troisième épisode du podcast de Manchester Devils. Dans cette émission spéciale Ole Gunnar Solskjaer, je serai accompagné de Mohamed. Salut à tous. Nathanaël. Salut. Et Alan. Salut les gars. Donc dans ce podcast, nous allons faire un bilan du mandat qui est toujours en cours de Ole Gunnar Solskjaer, en pesant les pour et les contre, et qu'est-ce que nous ferions à la place du board et de Ed Woodward. On va directement commencer par les points positifs. Donc, petit disclaimer avant de commencer. Oui, nous savons que le board qui est composé par Matt Judge et Ed Woodward n'aide pas, mais on va pas se focaliser sur cette partie du problème sportif et du manque de vision sportive du club. On va parler vraiment du coaching et de la situation de manager / coach de Ole Gunnar Solskjaer. Donc, pas de critique sur Ed Woodward dans ce podcast. Maintenant que le disclaimer est fait, on va commencer par les points positifs et je vais laisser la parole à Mohamed pour commencer. Quel point positif tu peux mettre au crédit de Ole Gunnar Solskjaer sur ses 2 ans en tant que coach de Manchester United? On va commencer par la stabilité, on va dire, qu'il a apporté à son arrivée en tout cas, où on a senti un groupe, on va dire, un peu plus soudé, un peu plus uni. Ça s'est retranscrit au niveau des résultats, où on a eu une très bonne période de son arrivée aux alentours du 20 décembre. Le premier match, je crois, c'était contre Cardiff ou Leicester. Je crois que c'était Cardiff, ouais. On gagne 5-1. 5-1. Ouais. Et jusqu'au match contre... Ouais. Et jusqu'au match contre le PSG ensuite, quand il a été signé, on va dire, définitivement et plus en intérim. On sent aussi qu'il y a un peu moins de vagues, un peu moins de frasques extra sportives au sein du club. Ça fait partie de l'ambiance qu'il a apporté. Il y a, si on peut parler aussi des recrutements la première année, qui étaient ciblés et qui nous ont apporté. Quand on voit que Maguire, malgré que je suis pas un grand fan, faut pas oublier qu'il a apporté une certaine sérénité dans la défense. Wan-Bissaka, on n'en parle pas. C'est clairement l'un de nos meilleurs joueurs. Et il y a aussi Dan James, même si lui c'était plus un pari d'avenir que quelque chose sur le présent, mais il a quand même fait ses bons matchs avant de disparaître. Mais ça c'est un autre débat. La première année, parce que ça reste un point positif, la première année, en tout cas son discours que j'ai bien aimé. Les discours étaient positifs, qui laissaient présager, on va dire, de bonnes choses pour l'avenir, qui malheureusement, la deuxième année ne se sont pas transformés en promesses, enfin en promesses non tenues, justement. Ça s'est pas transformé en... Mais voilà, si on doit citer quelques points positifs, ça serait cela. Pour ma part, en tout cas, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je te rejoins sur le mercato, mais dans le sens des départs aussi, où il a fait comme un bon ménage qui était nécessaire sur les bons joueurs. Alors moi là, justement, vous verrez tout au fur et à mesure de cette émission, je suis plutôt le méchant petit canard dans ce débat. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a eu 2-3 départs, bien sûr, qui étaient souhaités depuis des années. Même sous Mourinho, il y a des joueurs qui voulaient qu'ils partent et qui ne sont jamais partis. Il y a certains qui sont restés. Au final, qui sont vraiment partis, il y a Alexis Sanchez, qui aurait été un flop monumental. Ah oui, ça, c'est clair. Et qui aura détruit une bonne partie du vestiaire et qui aura causé énormément de problèmes dans le club. Et après, sinon, les autres... on a prêté Pereira, mais il va revenir. Young, Darmian... Oui, mais Young et Darmian... Après, Young, c'est plus la fin de carrière aussi. C'est la fin de carrière, exactement. Darmian, mais c'était même pas bradé, c'était pire que ça. C'était 2 millions quand même, seulement. Smalling, la première année où il joue à la Roma, il est dans les meilleurs défenseurs du championnat. Lukaku, c'est un choix 100% de Ole Gunnar Solskjaer.
pour pouvoir mettre en place un jeu flamboyant, c'est ce qu'on nous promettait. Au final, Lukaku est un des meilleurs numéro 9 de la planète, allez dans le top, je disais 5 quand on parlait en off, mais allez, on va dire top 6-7 de la planète. Mais ça, c'est des choix, on va dire, assumés. Pour le coup, c'est aussi lié aux joueurs, quoi. C'est le joueur qui voulait pas rester, donc à partir de ce moment-là, le joueur voulait rester. Le joueur voulait pas rester sur le banc. Ouais. Ça, c'est vrai. Par contre, Lukaku n'a pas forcé son départ. Hein. Il voulait juste des garanties, on va dire, de jouer en pointe, parce que dès qu'il jouait, c'était sur le côté droit, si je me rappelle. Et puis être titulaire, quoi. Et en plus de ça, à ces deux joueurs que je trouve qui ont surperformé dès qu'ils sont partis de Manchester United, qui sont Smalling et Lukaku, il y a eu Angel Gomez, qui pour les fans de Manchester United, ça a été un départ très difficile. Là, il est parti à Lille gratuitement, après une année sans jouer, alors que pendant 6 mois, presque 6 mois, Solskjaer s'est obstiné à faire jouer Lingard et Pereira en numéro 10, alors que ça fonctionnait absolument pas. Et Gomez était sur le banc, il jouait pas. Et depuis, Gomez, il a signé libre à Lille. Il a été prêté à Boavista dans la foulée. Et là, en 5 matchs, il a 3 goals et 4 passes décisives, alors qu'il joue dans une équipe ultra faible. Est-ce que je peux juste te couper, Antoine? Oui. Je sais que tu veux qu'il y ait du sang qui coule, mais là, on est sur les points positifs, je te rappelle. Ah oui, mais c'est pour ça que je mettais en nuance, moi, les mercatos. C'est vrai que on parlera après si on parle que du positif, il a quand même fait le ménage, donc l'effet Laini, Darmian, Young, Sanchez, ça reste lui, Smalling, tu vois. Comme tu l'as dit, des gars qui devaient bouger depuis longtemps sont enfin partis. C'est vrai. Ça, il reste encore une part du travail. C'est vrai. Mais ça après. C'est vrai en partie, parce que pour moi, une partie des joueurs qui sont partis sont meilleurs que les joueurs qui jouent actuellement dans notre club, ou auraient une place largement dans notre club. Oui, ça c'est sûr. Et le cas Lukaku me reste en travers de la gorge. C'est vrai qu'on est dans les points positifs parce que sous prétexte que Ole Gunnar Solskjaer voulait jouer un jeu plus flamboyant, il est parti. Aujourd'hui, si tu demandes à 100 coachs s'ils préfèrent avoir Martial ou Lukaku, bref, mais tu as raison, on va rester sur le positif. C'est juste aussi sur le mercato, sur la première saison, je suis d'accord que moi je suis un pro. Wan-Bissaka est un joueur que j'adore et même si on l'a payé trop cher, de toute façon, dès que tu achètes un club anglais, c'est clair que tu vas te faire douiller. C'est un super joueur. Dan James, il reste quand même sur plus de 35 matchs sans marquer un goal en Première Ligue. Et Maguire, c'est quand même trop cher, mais pour moi, ça reste un bon défenseur où il y a un délit de sale gueule dans les médias et sur les réseaux sociaux par rapport à Maguire, qui est quand même un bon défenseur. Mais c'est vrai que ces mercatos sont plutôt bons dans le sens des arrivées, même si on sait que le problème des mercatos, on ne va pas en parler, mais c'est souvent le board, et on a vu cet été, c'était très folklorique. Est-ce que, Alan, tu as d'autres points positifs à mettre actuellement dans le mandat de Ole Gunnar Solskjaer? Non, c'est vrai que Mohamed a tout dit, de toute façon il n'y a pas beaucoup de points positifs, mais ouais, il a essayé de ramener un état d'esprit, l'état d'esprit de United. Après, est-ce qu'il a réussi à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas sûr. Il a quand même essayé, c'est quand même un gars qui aime le club par rapport à Mourinho. Il a quand même... il aime le club et il essaie de ramener un état d'esprit. Après, est-ce qu'il a réussi? Je suis pas sûr. Ça, c'est un point qu'on peut lui imputer, c'est qu'il met le club toujours avant lui. Ça, c'est ça, ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment pour le coup, c'était en plus le point positif que je voulais te donner. En plus, c'était parce que du coup, Heisenberg l'a bien dit, il y a cette volonté vraiment, ça je ne douterai jamais d'une chose, c'est qu'il veut vraiment réussir. Ça, je remettrai tout en cause pour l'investissement. Il le fait peut-être mal, mais il le fait. Alors que je suis pas si sûr, par exemple, Van Gaal, pour comparer, était aussi investi, par exemple. Ou même à Mourinho, je suis pas sûr qu'il l'était tout autant, tu vois. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. Après, ça ne fait pas tout, bien entendu. Ouais. Donc, si je peux résumer vos 3 avis, on peut dire qu'il a apaisé, entre guillemets, le club. Il y a moins de tension, même si ce début de saison est compliqué au niveau des tensions, mais il a apaisé un peu le club. C'est plus la guérilla ouverte comme il y avait à un moment sous Mourinho. C'est quelqu'un qui se battra toujours pour le club et qui est toujours positif envers le club. C'est ça. En gros, c'est ça. Et dans le jeu, si on peut rajouter, il y a eu quelques petits coups tactiques, ce qu'on disait hier en off. Ouais. Il y a eu quelques petits, j'irai pas jusqu'à utiliser le terme masterclass, mais contre les gros quand même, on peut mettre ça sur son dos, le fait d'avoir gagné.
Ouais. Gagner Enfin, pas le fait mal qu'il y a de 3 fois gros qu'on matchs, on va garde dire. Guardiola, quoi. 3 fois qu'on garde Guardiola, par Ouais. exemple. Donc, c'est pas mal. Il y a quand même un bilan contre les gros qui est plutôt encourageant. Voilà. Mais oui, il faut le dire, hein, sur le début de saison passée, c'est le seul qui a fait déjouer Klopp sur le début de championnat où Liverpool était injouable. C'était moche à voir jouer parce qu'on a joué en bloc bas. De toute façon, c'est ce qu'on fait face aux gros. Mais Liverpool, il faut aussi dire que depuis que Solskjaer est là, soit Salah ou Mané, on les voit quasiment pas contre United. Donc il arrive bien à à faire le dos rond face à ces grosses équipes sur son début de mandat. Face à City aussi, même s'il y a une victoire sur les 3, c'est quand ils nous avaient démonté au match aller en coupe et qu'ils ont joué avec aucune intensité au match retour et ont gagné 1-0 sur un but, je sais plus de qui, je crois De Matic. Ouais, C'était Matic. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait ça en début de mandat, quelque chose qui commence quand même aussi un peu à disparaître. On voit face à Chelsea, on a fait égalité, on a perdu face à Arsenal, on a perdu face à Tottenham. Ah, c'est surtout Tottenham, ouais, pour le coup. Là, On a Arsenal, c'est plus une grosse équipe, Arsenal, en même temps. Hein. C'est vrai. C'est vrai. L'année dernière, contre Arsenal, on fait match nul et défaite. Donc, moi, Arsenal, je les considère pas comme un Liverpool, un Chelsea, un Tottenham ou un City. Pour moi, ils sont et puis, vraiment. On prend aussi une vraie branlée dans le jeu face à Chelsea. Le match de demi-finale de coupe. Ouais, la cup. Où il y a 3-0 ou 3-1, je sais plus. 3-1, mais bon, c'est comme un 3-0, quoi. Le score est flatteur. Avec un grand Doréa, quoi. Ce qui est rare, ce qui était rare l'année passée. Donc voilà un peu le point positif. Si je veux faire un petit bilan personnel, moi je trouve quand même assez terrible. Ça montre où est tombé Manchester United, qu'on se réjouisse d'un coach qui nous respecte. Même s'il respecte pas trop, il commence à avoir 2-3 commentaires en conférence de presse négatifs sur l'avis des supporters, mais qui respecte le club. Ça montre où on est tombé avec Van Gaal et Mourinho qui ont quand même violemment chié sur le club. Tous les fans de Manchester United se rappellent de la conférence de presse absolument horrible en sortie de défaite face à Séville. De Mourinho. Ça, c'est quelque chose que je pense nous ne verrons pas sous Ole Gunnar Solskjaer. Et en fait, on peut le féliciter d'aimer son club. Et on peut aussi le féliciter quand même dans le jeu d'avoir réussi à contrer des grosses équipes. On l'a vu aussi face à Paris, qu'on a oublié de citer la première saison, même si c'est un peu... c'est un match que tu rejoues 20 fois, on le perd 20 fois, 19 fois, mais ça, quand même. Plus, on l'a gagné. La chance, là. Mais on l'a gagné aussi. On l'a gagné, la chance, mais... pas que de la chance non plus. Hein. Il n'y a pas eu que de la chance, mais il y a eu beaucoup de chance, c'est vrai. Alors, c'est une des plus grosses anomalies du foot des 10 dernières années pour moi. C'est encore plus inexplicable que le 6-1 Barça. La remontada du Barça, si on ne va pas trop faire de la chasse, mais la remontada du Barça, c'est surtout le PSG qui se liquéfie complètement, mais c'est le grand Barça de Neymar. L'arbitrage est un peu... on ne va pas critiquer l'arbitrage... quand même, mais c'est surtout ils sont tombés face à un Barça en plus de ça qui était énorme. Là ils ont perdu 3-1 alors qu'on a 0 occasion sur le match en fait. C'est Buffon il nous donne le premier but, Buffon sur la frappe de Rashford. Oui, il faut les mettre. Une main, voilà. Ça c'était l'avantage d'avoir Lukaku, c'est que Lukaku dans les 16 il a eu une période où c'était un peu plus compliqué, mais en général, que ce soit avec la Belgique, avec nous, avec Everton ou avec l'Inter Milan actuellement, face au goal, il trempe peu, quoi. Donc il réussissait justement à marquer avec une demi-occasion. Et ce qui est aussi un joueur qui s'amuse aussi beaucoup lors de ces matchs, c'est Marcus Rashford, qui peut profiter de sa vitesse face aux défenseurs adverses. Et c'est un des joueurs qui profite le plus de ce système entre guillemets de contre face aux gros. Et bon, c'est la magie du foot, hein. Ouais. Exactement. Et quand il y a une équipe qui vient faire bloc bas chez nous et qui gagne sur un contre, on est assez dur avec notre coach et notre équipe. Donc quand ils font ça et qu'ils le réussissent, il faut aussi le mettre à leur crédit. Très juste. Donc je vous propose qu'on passe maintenant au point plus négatif. Ouh là là, je te vois te frotter les mains à travers l'écran. Non, alors premièrement, oui, c'est vrai. Deuxième disclaimer. N'importe quel coach qui a signé à Manchester United, je voulais qu'il réussisse.
Même David. Bah, nous aussi. Oui. Hein. Oui. Tout le monde. supporter, Donc, non, parce que il y en a, que ce soit sur le forum ou ailleurs, qui croient qu'on... Oui. Parce que tu es pour un départ de Ole Gunnar Solskjaer, ils croient que tu es un hater et que tu veux pas qu'il réussisse. Moi, mon rêve, c'est que... Mon rêve pour United, c'est que dès demain, il se transforme en Jürgen Klopp ou en Guardiola ou en qui vous voulez, ou en Nagelsmann ou en Pochettino. Et Oui, non, mais on veut tous qu'ils réussissent, hein, c'est clair. Et que tout ce qu'on va dire maintenant, ce soit gommé. Mais bref, j'ai des arguments, j'ai justement des gros doutes là-dessus. C'est pour ça qu'on en arrive à faire ce podcast. Parce que c'est un sujet qui est clivant un peu de partout. Donc moi, j'ai envie de revenir comme premier problème avec Ole Gunnar Solskjaer. Alors, c'est quelque chose que je vois rarement mentionner, mais moi, c'est quelque chose qui m'a un peu, pas choqué, mais oui, presque. Moi, je parle de prérequis pour être coach de Manchester United. On parle d'un poste, en plus lors d'une pleine reconstruction, mais une reconstruction de Manchester United, c'est pas une reconstruction comme une autre. C'est une reconstruction qui doit se faire sur 2 ans. Allez, 3 ans pour arriver à ton potentiel, un super potentiel, et allez, 4 ans pour ton potentiel max. À peu près ce qu'a fait Klopp ou Guardiola avec City et Liverpool. Et on a confié on a confié ce poste dans une période difficile à un coach qui avait comme expérience environ 7 ans de coaching, une seule année en Première Ligue qui a été catastrophique, mais bon, avec un effectif qui n'était pas taillé pour la Première Ligue avec Cardiff. Il a fait que 30 matchs, où il a fait 1,07 points par match, et voilà, où il prenait goal sur goal surtout. Et à part ça, on parle d'un coach qui a gagné 2 titres avec Molde en presque 5 ans, en plus de 230 matchs avec Molde. Mais bon, je sais pas, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que pour vous, c'était pas irresponsable dès le début de confier un poste autant délicat, dans un club autant important que doit être Manchester United, et surtout Manchester United, normalement, ne vise pas les 2, 3, 4e places comme on le fait depuis 6-7 ans. Ils doivent viser la première. Et est-ce que c'était pas irresponsable de donner ce poste à un coach qui avait comme seul fait d'armes 2 titres dans le 22e championnat au classement de l'indice UEFA, et surtout seulement un passif en tant que joueur de Manchester United? Est-ce que, Mohamed, tu penses que c'était quelque chose qui devait être fait, ou qui est compréhensible, ou pas? Bah, sur le papier, je pense que t'as tout dit, dans le sens où c'est un ancien joueur qui a coaché uniquement dans un pas dire petit club, même si ça reste un petit club, hein, on va pas se mentir, appelons un chat un chat. Mais je rebondis sur la phrase d'Alan qui dit que c'est la magie du football. Donc des fois on a des bonnes surprises, des fois on en a des mauvaises. Ça m'a pas choqué plus que ça. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on l'ait en fait prolongé. Donc que tu l'appelles en intérim pour justement redresser la barre et remettre le club sur de bons rails. J'ai envie de te dire pourquoi pas, et ça a entre guillemets marché. Mais c'est vrai que en fait, c'est surtout, comme tu l'as bien dit, c'est surtout que notre transition, c'est plus une transition parce qu'elle dure, ça fait depuis 7 ans. Donc là, il te faut des valeurs sûres. Donc d'un côté, ça m'a choqué parce que, comme tu as dit, les prérequis n'étaient pas présents, n'étaient pas au rendez-vous. D'un côté, ça m'a pas choqué parce que j'attendais et j'espérais, entre guillemets, la bonne surprise. Tout simplement. Alan pardon, Nathanaël qui a commencé. Oui, du coup, je vais enchaîner, désolé Alain. Mais effectivement, déjà à la base, faut pas oublier qu'effectivement, c'était un intérimaire, que c'était vraiment censé être provisoire, et que même déjà dans le forum, ou même dans les différents forums, on avançait déjà d'autres noms, parce que certaines personnes plutôt lucides ou peut-être pessimistes, parce qu'à l'époque on pouvait pas savoir, c'est estimé que Solskjaer n'était pas suffisant sur le long terme et qu'il faudrait profiter de cet intermède avec le Norvégien pouvait durer jusqu'à la fin de la saison, même puisqu'on était déjà largué à ce moment-là. Mais dans ce cas-là, pour réfléchir à d'autres noms comme Pochettino ou d'autres, mais quand il se trouve que les résultats ont surpassé les attentes, même si c'était parce qu'on avait enchaîné beaucoup de petites équipes, genre on avait enchaîné Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, etc. Enfin, on avait une bonne série contre des équipes en général pas très fortes, Southampton aussi.
En plus, voilà, il y a eu le miracle du Parc des Princes. Forcément, quand ça fonctionne mieux que prévu, on a envie de, comme il y a le côté émotionnel de la chose, plus le fait qu'on a accumulé 3 expériences malheureuses avec Moyes, Van Gaal et Mourinho, qui n'étaient pas des anciens du club. On s'est peut-être dit que changer un peu la formule, après tout, pourquoi pas un entraîneur avec pas trop d'expérience, puisqu'il y a la connaissance du club, il y a le côté un petit peu, l'ancien qui veut réussir, un peu comme Zidane au Real, ou il y a certainement d'autres exemples, mais là je les ai vraiment pas en tête, ou Lampard à Chelsea actuellement, Guardiola à Barcelone, bien sûr, autant pour moi. Voilà, mais au final, au début, c'était compréhensible, honnêtement. Je veux dire, même si tout n'était pas parfait, les premières semaines, premiers mois, on était quand même content que les choses semblaient reprendre le bon côté, mais malheureusement, la réalité nous a un peu rattrapés. Je pense qu'il y avait l'euphorie au début de changer d'entraîneur, la fraîcheur un petit peu, ce qui fait souvent ça quand il y a un nouvel entraîneur. Mais rapidement, on a déchanté, quoi. Et effectivement, maintenant, c'est sûr que c'est plus la même chose, mais à l'époque, franchement, j'étais plutôt, et je pense que je n'étais pas le seul, peut-être même que vous l'étiez aussi, satisfait de ce que faisait Solskjaer, en tout cas les premiers mois. Alors, pour te répondre avant de laisser la parole à Alan, moi je faisais partie de ceux qui étaient extrêmement contents de son travail, mais je n'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas attendu juste la fin de saison. Pour le prolonger, là on l'a prolongé, je crois qu'il y avait un micmac aussi avec Molde qui voulait que ce soit réglé vite, je sais plus exactement l'histoire qu'il y avait eu, je crois qu'on avait dû payer en plus. Ouais, c'est ça. Je sais plus exactement. Il appartenait encore à Molde techniquement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on pouvait pas, je crois qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait, mais moi j'aurais aimé juste qu'on attende parce que c'était clair et net. Déjà, tu as bien fait de rappeler qu'on a joué beaucoup de petites équipes. Je vais juste aller voir les 19. Il a fait 19 matchs en tant qu'entraîneur intérimaire. Il a joué, c'est dans l'autre sens, Cardiff, Huddersfield. On a battu Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, Reading. On a battu Tottenham quand même. Brighton, on a battu Arsenal. On a fait 2-2 face à Burnley. On a battu Fulham. Et on a battu Leicester. Après, on a perdu face au PSG 2-0. On a battu Chelsea en coupe 0-0. Après, on a battu Crystal Palace. On a battu Southampton. Et c'est tout. Et le PSG. Ah oui, j'ai oublié Arsenal, effectivement. Donc, oui, il y a Arsenal et Tottenham dedans. Tottenham, c'est un miracle, si je me souviens bien. C'était la passe de Pogba pour Rashford, là. Avec De Gea qui est monstrueux. On gagne ce match, en tout cas, on le gagne 3-1, je crois. 3-1, et puis 3-1, mais on a 4 tirs. Ok. Ok. Donc, c'est vrai que tu fais bien quand même de le rappeler que sur toutes ces victoires qu'on a eues, on a quand même battu Cardiff, Huddersfield, ils sont plus en première ligue, Bournemouth, ils sont plus en première ligue. Fulham qui a été relégué. En fait, Cardiff, Huddersfield, Fulham, les 3 équipes reléguées à l'issue de la saison, tout simplement. Ouais, Huddersfield, Bournemouth, ils sont aussi, aussi maintenant. Voilà, Newcastle, oui, ça a toujours été compliqué. On a battu Reading en coupe. Brighton, c'est toujours compliqué. On a battu Leicester, mais Leicester qui a... Qui était un peu moins bon cette année-là. Juste après, ils ont changé et puis ils ont pris Brendan Rodgers et depuis tout a changé. Oui, c'était le Leicester de Claude Puel, si je me souviens. Exactement. On a battu Crystal Palace qui était au fond et Southampton, c'est l'année où ils sauvent assez loin. Il faut aussi dire que après la victoire contre Paris, justement, en championnat, on perd 2-0 contre Arsenal. Ouais, voilà, c'était c'était le début de... Oui, justement, parce qu'après, on repère 2-1 contre Wolverhampton 6 jours plus tard. Deux fois contre Wolverhampton 2-1. Donc, tu as bien fait de le rappeler, quand même, on avait affronté des petites équipes. Et moi, j'ai trouvé que c'était un mirage. Et si on avait juste attendu la fin de saison, avec la fin de saison qui était déjà calamiteuse, je pense qu'on n'aurait pas fait l'erreur de le prolonger sur du très long terme. Alan, on t'a pas trop entendu. Qu'est-ce que toi, tu penses de... Je parle bien de le mettre en place définitivement. On parle pas de la suite après. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais que c'était une erreur ou pas du tout ? Non, je pense pas que c'était une erreur. J'ai pas été choqué en tout cas qu'on le prolonge parce que il restait sur une série quand même probante. Donc après, je pense qu'on s'est laissé griser par les résultats, par sa communication, par le jeu qui était quand même mieux qu'avec Mourinho. Donc pour moi, c'était une bonne chose. Si on ne l'aura pas prolongé, est-ce que dans
Dans le sens inverse, on leur a pas critiqué le board, justement, on n'a pas prolongé Solskjaer, pourquoi? Donc c'est compliqué. Après, avec le recul, évidemment, c'était pas forcément la meilleure solution, ouais, c'est sûr. C'est clair. C'est clair que ça. Au final, on en reviendra plus tard. Si on avait attendu ça, peut-être qu'on n'aurait pas fait ces erreurs-là. Donc ça, c'était pour moi le premier argument que j'ai appelé entre guillemets les prérequis. Pour moi, ils étaient juste pas suffisants. Juste pour tordre le cou à une certaine théorie que je déteste, c'est ceux qui disent oui, mais avant on a pris des entraîneurs de renom et ça n'a pas marché. Premièrement, Moyes n'était pas un entraîneur de renom. Ça n'a pas marché, bref. Van Gaal n'a gagné que 2 titres de champion depuis 1999. C'est pas parce que Van Gaal, c'était pas le Van Gaal des années 90 qui était un des meilleurs coachs du monde. Il sortait comme demi-finale de Coupe du Monde. Oui, ouais. Après, coacher une sélection et un club. Et puis surtout si vous, je sais pas si vous vous souvenez de cette Coupe du Monde, il passait pour un génie tactique parce qu'il jouait en 3-5-2. À l'époque, un système qui était très peu utilisé, où c'était hyper ennuyeux alors qu'il avait des joueurs pour jouer du beau football et on se faisait vraiment Alors chier. il sort Cissène pour mettre Krul pour les pénaltys. Ouais, il ça, passe- tout de suite, on l'a labellisé génie par rapport à ça, ouais. Ouais, il est passé pour un génie parce qu'il a changé de gardien juste avant, alors que 9 fois sur 10, quand tu le fais, ça n'a aucun impact. Et Mourinho, malheureusement, c'est le Mourinho qui était déjà sur la pente descendante depuis un moment et qui sortait d'une situation compliquée. Et en fait, Mourinho, pour moi, ne nous a pas déçus. Mourinho, il a fait du Mourinho. Un peu de conflit, une défense solide, des titres malgré un jeu peu flamboyant. Avec ce qu'on lui a donné, il avait fait le boulot qu'il pouvait faire et tout le monde s'est moqué de lui quand il a dit que un des plus gros Exploit sa carrière. exploits de sa carrière, c'était d'avoir fini 2e derrière City. Si tu regardes cette saison-là, on était tous sauf ridicules. Alors oui, à l'époque, on s'était moqué de lui parce qu'on avait fini à je sais plus combien, 17 ou 18 points, même peut-être plus de City, qu'on trouvait que c'était inadmissible. Mais depuis, je vais juste vous dire exactement. Quand même, on était à 19 points, pardon, de City. Mais depuis, on est loin de ces chiffres-là. On est encore plus loin. On est au double minimum. 2002, On est moins loin de City, hein, peut-être, parce que City a régressé aussi. Donc, ouais, vers 2018-2019, à moitié plein. 2018-2019, on est à 32 Oui, points de forcément. City. Ouais, c'est Je un pensais truc de ouf. plus, je pensais plus, ça, honnêtement, tu vois. Donc, c'est malheureux de se dire 32 points, c'est tout. Oh, ça va. Et puis Ah, l'année ouais. passée, D'accord. on est à 15 points de City, qui le restart, ils l'ont joué en tong. Bon, Et on finit quand même à 33 points de Liverpool. C'est énorme, c'est monstrueux. Sur les 2 saisons, on est autant proche de la relégation quasiment que du titre. Donc au niveau comptable. Donc voilà, pour moi, le premier point qui était les prérequis, je voulais en parler parce que je le voyais rarement dans tous les débats. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. C'est le moment mathématicien du podcast. Monsieur Stat. Monsieur Stat, c'est sur. Monsieur Stat. On va commencer par les stats de résultats. Donc, j'ai pris les statistiques de Ole Gunnar Solskjaer en tant que coach officiel de Manchester United. Je n'ai pas pris le moment où il était intérimaire parce que pour moi, comme on en a parlé en off, c'est un boulot qui est complètement différent. Et en plus, c'est un peu vicieux parce que ça va dans mon sens. Mais donc, Ole Gunnar Solskjaer a coaché 83 matchs en tant que coach officiel de Manchester United pour 1,76 points par match. On va commencer par ça. Mourinho, sur son passage à Manchester, il est à 1,97 points par match. Donc il marque 0,2 points de plus par match, ce qui est énorme. Van Gaal, qui était une pure catastrophe, même si beaucoup d'anciens joueurs disent que c'est le meilleur coach qu'ils ont eu au niveau tactique, c'était une pure catastrophe au niveau du jeu et des résultats. Van Gaal a été coach 103 matchs pour 1,81 points par match et le pauvre David Moyes, il a fait une demi-saison. Il avait fait 1,73 points par match. Donc Ole Gunnar Solskjaer, sur les 4 derniers coachs qu'on ait eus, en fait il est 3e sur 4 et il est plus proche du dernier que du 2e au nombre de points par match. Je vais encore vous donner juste une autre stat parce qu'on en reviendra après au niveau du jeu, plus en profondeur on dira. Mais sur ces 82 matchs, on marque 1,8 goals par match, 1,79 buts par match et on en encaisse 1,10,
1,1 goal par match. Ce que Mourinho ont marqué un tout petit peu moins, donc ça tord le coup au fait que ceux qui disent qu'on joue beaucoup mieux sous Ole, on en reviendra plus tard, où on marquait 1,74 buts par match et on encaissait 0,90 buts par match. Et sous Van Gaal, on se faisait royalement chier, c'est vrai, on était à 1,54 buts par match et à peu près un goal encaissé par match. Donc on voit que au niveau des résultats bruts, au niveau des points, Ole est pas bon par rapport aux anciens, alors que je suis convaincu qu'il a une meilleure équipe. On en reparlera juste après. On ne marque pas forcément plus, on encaisse beaucoup plus, alors qu'aussi on s'est renforcé. Et dernière stat sur les résultats, ce qui n'est pas une stat, mais dernier chiffre sur les résultats avant de vous laisser la parole. Mourinho, 3 titres, l'Europa League, le Community Shield et je crois que c'est la Carabao Cup, ou la FA Cup, le Carabao je crois. Van Gaal gagne une FA Cup et David Moyes gagne un Community Shield et Ole Gunnar Solskjaer 0 trophée. Voilà, on a fini pour les chiffres. Est-ce que vous, au niveau des résultats, est-ce que c'est l'endroit où vous êtes le plus déçu de Ole Gunnar Solskjaer? On va commencer par Alan cette fois. Non, c'est surtout sur le jeu moi, qui me déçoit, c'est pas sur les. On aurait des résultats décevants, limite, mais on verrait des motifs d'espoir, quoi, une progression. Mais c'est pas le cas, c'est ça en fait quoi, que je reproche à Solskjaer. C'est-à-dire que toi, ces résultats-là ne te choquent pas, peut-être, vu ce que tu me dis, je comprends que dans tous les chiffres que j'ai donnés, c'est les 1,8 buts, 1,80 buts par match qu'on marque et 1,10 qu'on encaisse qui te gêne le plus en fait. Ouais, non, c'est pas, ça me choque pas. Après, c'est sûr que bon, j'aimerais mieux. Mais si on verrait du jeu, si on verrait une progression, voilà, ça me conviendrait mieux. Mais là, moi, ce que je lui reproche, c'est l'absence de ça en fait, de jeu et de progression. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais sur les résultats, Mohamed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce que je viens de dire sur les résultats de Ole Gunnar Solskjaer depuis sa nomination officielle après le match contre Wolverhampton? Les stats, je vais te les laisser parce que tu les gères bien. Mais si les stats sont pas bonnes et sont assez révélatrices, c'est pas anodin, j'ai envie de dire. Moi, celle qui me choque le plus, du coup, c'est celle je sais plus c'était laquelle, où on prend je sais plus combien de points par match, où il est plus proche de 17 maintenant avec la victoire contre Everton. Où on est plus proche du ratio de Moyes plutôt que ceux de Van Gaal et Mourinho, où c'était déjà pas fameux, où on se plaignait déjà. Mourinho, au final, j'ai été choqué de voir qu'on gagnait presque 2 points par match, ce qui est quand même énorme par rapport c'est 15% de plus quasiment que Ole Gunnar Solskjaer. C'est vrai que les résultats... Après, cette stat-là, elle est assez révélatrice, je pense, dans le sens où, de base, je suis pas quelqu'un qui aime les stats, mais celle-là, elle est parlante dans le sens où, il y a un manque cruel de régularité au niveau des résultats. Ça, c'est clair. On en reviendra après sur les courbes de forme, comme on peut appeler ça, ou sur les cycles. Les cycles, exactement. Je sais plus quel commentateur ou je sais plus qui c'est qui a dit, j'ai entendu cette phrase et que je trouvais très bien. Il disait: sous Ole Gunnar Solskjaer, la seule chose qui est régulière, c'est notre irrégularité. C'était un ancien joueur qui disait ça, je sais plus qui c'était. Sûrement Keane, vu qu'il adore détruire United depuis qu'il est plus là. Mais, il critique un peu tout le monde. C'est son fond de commerce. Nathanaël, est-ce que toi ces résultats te gênent ou est-ce que tu les comprends? Alors, je vais faire preuve d'un peu plus de pragmatisme peut-être, ou simplement parce que je suis un peu plus, je sais pas, peut-être déjà désabusé, je ne sais pas, mais toujours est-il que pour moi, ce qui compte le plus, c'est clairement les résultats, même si le fond de jeu n'est pas plaisant, mais à la limite, je peux tolérer si les résultats ne sont pas là, mais qu'on sent, comme le disait Alan, qu'il y a un motif d'espoir, on sent qu'il y a de la progression, un peu à l'instar par exemple d'un club sur sa première saison qui, ne l'oublions pas, ou même sa deuxième, qui a pris beaucoup de résultats décevants. Je m'en rappelle d'un 3-0, d'un Watford par exemple, ou même d'un 2-2, ou d'un match qui perd 3-2 alors qu'il menait 2-0 à la 75e. Bref, beaucoup de résultats décevants à cette époque, et pourtant on sentait qu'il y avait quelque chose qui se créait, quoi. Donc moi, ça m'aurait pas forcément dérangé, je suis réaliste. On peut pas devenir du jour au lendemain une équipe qui va lutter pour le titre, ça c'était sûr et certain.
mais au moins voir une continuité, voir une progression dans les résultats. À la limite, j'aurais préféré que les résultats au début soient moins encourageants. Par exemple, que limite on se plante contre Cardiff Huddersfield les 2 premiers matchs, par exemple, de sa nomination, et qu'après on sent petit à petit qu'il y a un projet qui se met en place et que les résultats s'améliorent au fur et à mesure de la saison, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'à partir du moment où elle a été nominée, comme vous le savez, les résultats se sont cassés la gueule. Moi, vous parlez du match contre Arsenal ou Wolverhampton, moi je me souviens du 4-0 contre Everton, par exemple. Ouais. Celui-là, il a laissé des traces, celui-là. Ouais. C'est le plus marquant, celui-là. Clairement. Mais tout ça pour dire que moi, en premier, c'est les résultats qui sont plus importants pour moi, puisque c'est au final, voilà, soyons pragmatiques, de toute façon, ce qui compte, c'est le classement, pour ensuite faire attirer les joueurs, pour se qualifier en Ligue des Champions, attirer les joueurs, etc. Mais voilà, le problème, c'est ce qui me gêne, c'est pas tellement qu'on n'ait pas de résultats en soi, pourtant, c'est parce qu'on n'a ni résultats, ni amélioration notable. C'est juste pour moi, on est comme il y a depuis maintenant presque 7 ans, on est dans des vagues, hein. Il y a des moments, ça va un peu mieux, on se dit, ah tiens, peut-être que là, ça va repartir. On a eu déjà des trucs comme ça avec Van Gaal sur sa première saison, à la fin, où on enchaîne les gros, City, Tottenham, Liverpool, on se dit, ah, il y a peut-être un truc, et puis au final, il y a la désillusion en fin de saison, ce qu'on perd contre West Brom ou d'autres, avec Mourinho, pareil, où la saison, on met plein de 4-0 à tout le monde au début, on se dit, ah, et puis au final, ça retombe. Bref, on est vraiment dans cette espèce de logique de vague qui est que, voilà, il y a du bien, puis après c'est pourri, puis après ça redevient bien, etc. Mais c'est pas suffisant, bien évidemment, pour attester d'une réussite. Et évidemment que je suis déçu, et par les résultats, et pour les intentions de jeu. Voilà, je vais pas détailler, je pense que je vais laisser Mohamed le faire. ça, je marche pas trop sur les plates-bandes comme ça. Pour finir juste sur les résultats, si je peux résumer un peu mon idée, et d'après ce que j'ai compris, votre idée aussi, c'est que si moi on était à 2,3 points par match et qu'on jouait vraiment le titre, ou qu'au moins on était à 7, 8, 10 points du titre, je dirais ok, le jeu c'est moyen, mais les résultats sont là. Mais par contre, je ne peux pas accepter que les résultats soient pas là et que le jeu n'y soit pas non plus. Oui. Ça, par contre, ça, c'est au moins un des deux, quoi. Au moins un des deux. Et c'est ça, là on n'a pas de branche sur laquelle s'accrocher, quoi. Exactement. Il n'y a pas de motif d'espoir, c'est ça. En gros, généralement, quand on parle de jeu avec ceux qui sont plutôt pour garder Ole Gunnar Solskjaer, c'est surtout, on parle rarement de ce qui se passe vraiment sur le terrain. On parle de regardez Ferguson au début de son mandat ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que si tu regardes nos matchs avec le matos qu'il y a, et maintenant on va faire comme transition, on va directement parler du jeu, parce que je pense que c'est le plus gros problème, le plus gros point noir à mon avis de Ole. C'est le jeu. Je vais juste vous donner quelques stats parce que on a tous été séduits par ses conférences de presse au début où il disait qu'à Manchester United, quand on gagne 2-3-0, on continue d'attaquer. Ça, c'est Manchester United. Ça joue un jeu offensif et tout. Et donc, ça nous a un peu induit en erreur et ça nous a vendu Ole Gunnar Solskjaer comme un vrai gourou du foot offensif. Malheureusement, si on va fouiller un peu dans sa carrière d'entraîneur, quand on parlait avant, par exemple, de la comparaison, vite fait, on a parlé de Lampard ou de Guardiola quand il est arrivé, ou Zidane quand il est arrivé. Ole, il coach des pros depuis 2011. Donc, quand il arrive, ça fait 7 ou 8 ans qu'il coach des pros. Déjà, c'est pas un novice. Donc, on a déjà un peu de matos pour dire quel genre de coach est Ole Gunnar Solskjaer. Et dans un championnat comme le championnat norvégien, qui, je vous le rappelle, est le 22e championnat à l'indice UEFA, il n'a jamais fait mieux que 1,85 buts par match et il en encaissait toujours beaucoup. Il était toujours au-dessus de 1,2 buts par match. Donc, première chose, si on analyse son passage à Molde, on peut dire qu'il n'a jamais réellement dominé ses équipes, les équipes adverses, parce qu'à chaque fois, il y avait une différence de 0,6, ce qui est assez faible. Et surtout, ça n'a jamais été un gourou offensif qui marquait énormément de buts, parce que sa meilleure saison, sa meilleure période, c'est sa première période à Molde, où il est à 1,87 buts par match. Mais 1,87 dans un championnat comme la Norvège, c'est ridicule. Il y a combien d'équipes dans le championnat norvégien, c'est ça? Il faut regarder par rapport. Je peux pas te dire honnêtement. Je peux te dire. Je vais regarder ça. Je peux te dire ça tout de suite.
Je crois que c'est 12, il me semble, d'intuition. Mais Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Bah, 16, ça, 16 équipes. 16 équipes. Voilà, je viens de voir. 16 équipes. Vous voyez, moi, je me moque toujours si vous savez pas, je suis suisse, et je me moque toujours du niveau du championnat suisse. À juste titre. À juste titre, complètement. Mais il faut se rendre compte que le championnat suisse est bien meilleur que le championnat norvégien. Ouais. Si tu vas regarder l'indice UEFA, il y a 10 places d'écart. Il faut savoir que on va pas revenir sur ce que je disais avant sur je vais réussir sur sa nomination. Mais il faut savoir que le championnat norvégien, en plus aujourd'hui il est 24e. Puis heureusement, il y a eu des gros points cette saison. C'est un championnat qui est moins bien coté que le championnat d'Israël, que le championnat de Suisse, de Chypre, du Danemark, d'Ukraine. Bref, c'est un championnat qui est ultra faible. Donc il était en plus parti avec pas mal de très bons joueurs de notre académie. Donc non, Ole Gunnar Solskjaer n'a jamais été un gourou du jeu offensif. Et en plus de ça, il a toujours eu de la peine à faire défendre ses équipes, comme le montrent toutes ses stats. En plus de ça, avant de vous lancer dessus, je vais quand même donner mon ressenti pour commencer. Il y a une année, on avait les mêmes problèmes dans le jeu que maintenant, sauf que depuis, on a rajouté Van de Beek, on a rajouté Pogba qui est de retour, on a rajouté Bruno Fernandes, et on a les mêmes faiblesses dans le jeu que quand on jouait avec Mata, Lingard et Pereira. Et ça, je trouve ça pas normal. Et on parle aussi d'un coach qui n'arrive pas à faire jouer Bruno, Pogba, Van de Beek ensemble, encore moins à leur mettre un trio devant offensif. Moi, je rêve d'un coach qui est les Coronets de Klopp, qui se dit, attends, je vais affronter City, je fais jouer Salah, Firmino, Mané, et je rajoute encore Jota, parce que je vais jouer offensif. Mais non, nous, on joue Everton, non, on est obligé de jouer avec 6 joueurs à vocation 100% défensive. 7 avec le gardien. Donc non, ce n'est pas un gourou offensif. Il y a très peu de schémas de relance. Les schémas de relance sont catastrophiques. C'est pour ça qu'on voit beaucoup Fred, beaucoup Pogba, beaucoup Wan-Bissaka et Shaw perdre énormément de ballons. Encore plus depuis qu'on joue notre 4-4-2 losange. C'est pour ça qu'il a pour le moment été un peu abandonné aussi. Donc non, j'ai juste 2-3 stats avant de vous passer la parole. J'ai comparé la saison passée d'Ole Gunnar Solskjaer avec la dernière année pleine de Mourinho. Ça me simplifiait juste pour les recherches des chiffres. On se fait autant de passes que sous Mourinho. On shoot 0,6 shoots de plus par match sous Ole. On centrait 3 centres de plus par match sous Mourinho. Donc Mourinho a été en grande partie dégagé pour son manque de jeu et son côté boring. Mais le boring United est encore présent. Je ne sais pas, Mohamed qui avait l'air chaud sur le jeu. Toi, explique-moi ce qui t'énerve ou ce qui te déçoit dans le jeu proposé par Ole Gunnar Solskjaer. Ce qui déçoit, c'est qu'il n'y a pas de progression, et ça, sur ça, on est tous unanimes. Mais ouais, c'est ça, c'est clairement le manque d'intention de jeu, le manque de progression. Comme tu l'as dit, tu l'as très bien souligné, vendre Lukaku pour nous faire croire que justement c'est pour mettre en place du jeu léché, du jeu au sol, plus de ballons longs en avant, pour au final avoir ce cas de figure là. Tu parlais du système, des schémas de relance. Ça aussi, pour moi, c'est un problème dans le sens où pour moi c'est juste de la fermeté mal placée. Il veut faire que son équipe relance proprement, surtout sur les 6 mètres si vous le voyez. Et il leur impose limite de pas dégager de ballon vers l'avant. Sauf qu'à chaque fois, 2 fois sur 3, on perd la balle. Et limite, il y a eu des fois où on s'est pris des buts sur des buts gags, sur des erreurs directes, quoi. Et offensivement, mis à part des contres et jouer sur la rapidité de nos attaquants, il y a pas de... En fait, on sent pas qu'il y ait des séquences travaillées. On sent que c'est beaucoup d'impro. Et voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un problème. Est-ce que Alan, toi, tu ressens aussi ce côté que moi je ressens aussi, comme l'a expliqué Mohamed, où c'est
que nos stars ou que nos joueurs majeurs nous sauvent sur des coups d'éclat plus que sur un collectif léché. Bah, c'est ça, de toute façon. On se repose que sur ça, hein, des exploits personnels. Moi, parce que quand je regarde Manchester, j'ai souvent l'impression, je me dis, mais c'est la première fois qu'ils jouent ensemble ou quoi? Et c'est ça depuis X temps, donc il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de séquence de jeu, c'est que des. Ouais, c'est vrai qu'on se repose sur des exploits personnels, quoi. Et ça, c'est terrible. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est terrible parce que si on regarde notre effectif, je suis désolé, entre Pogba, Bruno, Van de Beek au milieu, plus à côté, il y a, si tu veux jouer avec une seule pointe basse, entre Matic, Fred et McTominay, tu as de quoi faire. Tu as en plus en attaque quand même Greenwood, Rashford et Martial, c'est ce que tu as voulu. Tu as ton Dan James que tu as été chercher. Il te reste encore Mata qui peut te permettre de jouer dans d'autres schémas. Et tu as encore Cavani qui vient d'arriver. Et il y a les pénaltys qui, quand même, c'est l'arbre qui cache la fleur aussi. Hein, oui, après, il faut se les procurer. Donc, se les procurer aussi, mais bon, s'il n'y a pas les pénaux, bon, on n'est pas là non plus. Hein. Est-ce que toi, Nathanaël, ce manque d'intensité que pointait du doigt Alan te gêne aussi énormément? Je suis plutôt d'accord, là encore, effectivement, manque d'intensité, manque de régularité, surtout le manque de constance, surtout ça qui me fatigue, mais je l'avais déjà expliqué avec ces résultats en dents de scie. Parce qu'évidemment, si tous les résultats avaient été mauvais depuis le début, ils auraient été licenciés quand même, hein, ça c'est évident. Donc, c'est le problème, c'est qu'il y a aussi des petits moments, on se dit, il y a peut-être de l'espoir, et au final, non. Mais ce qui me gêne aussi, surtout, après, moi, c'est parce que j'ai un style de jeu aussi, enfin, je suis quelqu'un... Encore une fois, j'insiste bien sur le côté pragmatique ou désabusé, ou prenez ce que vous voulez comme terme, mais t'es fan de Deschamps. Voilà. Disons que j'aime bien, grossièrement, quand ça joue défensif, mais solide, hein, évidemment. Il ne suffit pas juste de parquer le bus, il faut qu'il y ait une vraie tactique, parce que c'est pas forcément mal de jouer défensif, mais il faut bien le faire. Au moins, avec Mourinho, par moment, on avait vraiment la sensation que c'était solide, même si on était boring as fuck, si je peux me permettre. On était quand même, on était difficile à abattre, difficile à bouger, même si on marche pas vite aussi, on se faisait bien chier, mais on n'était pas ridicule, on se serait jamais mangé un 6-1 avec Mourinho. Bon, peut-être pas la dernière demi-saison qu'il a faite, mais sur les deux saisons, en 2016-2017, 2017-2018, il y avait quand même une sensation que c'était solide. Alors qu'avec Solskjaer, je veux bien qu'on ait, il veuille un jeu plus léger, environ Lukaku, je sais pas quoi, mais que derrière, ça se concrétise par un jeu vraiment offensif. Et pour moi, le fait de jouer en contre et de se reposer un petit peu sur les individualités, c'est assez décevant et assez simpliste. Et je pense que c'est indigne d'un club qui veut jouer le titre, hein, c'est sûr. Ça peut marcher pour un club qui veut être dans le ventre mou, 5-6e, quoi. Wolverhampton, tu vois. Voilà, pour un Wolverhampton, c'est une stratégie qu'on pourrait comprendre. Même pour un Leicester à la limite, quoi. Bon, même si Leicester joue bien mieux que nous. Très bon. Ah oui, il joue bien mieux que nous, c'est indéniable. Mais surtout, moi, ce qui me dérange, c'est le fait que défensivement, on a l'impression que c'est quand même que les stratégies. Alors, je sais pas d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on se met à prendre beaucoup plus de buts parce que on a quand même recruté Maguire et Van Bissaka qui sont loin d'être des peintres. Hein. En tout cas, je les préfère largement à des Smalling Jones, c'est sûr. T'as oublié Roro quand même. Ouais. Ah oui, il y avait Roro, effectivement. Mon gars sûr. En tout cas, à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, voilà, c'est. Moi, après, c'est peut-être lié au fait qu'il y a un manque d'équilibre et je pense que c'est aussi lié aux formations qu'il utilise et au fait qu'il change un peu trop. Enfin, il n'y a pas de continuité. Voilà. En fait, voilà, tous les problèmes, ils viennent surtout par l'absence de continuité déjà au niveau des résultats, mais c'est surtout au niveau il n'y a pas de plan de jeu. Voilà. Au niveau des tactiques, on avait dit en off, le problème avec Solskjaer aussi, c'est qu'il n'y a pas de plan de jeu, tout simplement. En fait, fait, tactique par match, mais ça s'arrête là, quoi. Tu as bien raison sur un point qu'il faut aussi. Il a un plan de jeu face aux 3-4 meilleures équipes, c'est-à-dire qu'il va faire bloc bas et du contre. Premièrement, en étant fan de Manchester United depuis environ 20 ans, ça me dérange de voir Manchester United être contraint de jouer les victimes et de jouer les contres à chaque match qu'on voit face au gros. Premièrement, mais il y a aussi un deuxième chose, c'est que c'est bien joli de faire ça, mais on voit qu'on est emmerdé contre les 14 ou 15 autres équipes. Parce que justement, c'est trop facile de nous contrer et qu'on n'a aucun collectif. Ça veut dire que les équipes, elles font la même chose qu'on fait face au gros, bloc bas, contre. Et cette année, c'est encore pire parce que quand on voit comment on a joué face à Crystal Palace ou face à Brighton, parce que
pour moi, la fracture, j'avais déjà des gros doutes sur Solskjaer l'année passée, mais pour moi, la fracture complète, c'est le match face à Brighton, où on gagne 3-2, mais chaque personne qui a regardé le match, ils savent très bien ce qui s'est passé pendant ce match. Ah oui, le match, je le refais 10 fois, on le perd en 9 fois. Et surtout, on prend une leçon de football par Brighton. C'est ce qui me fait dire que, oui, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas le meilleur effectif de la planète, mais il n'a pas de quoi se plaindre et puis il a de quoi faire du jeu. Mais clairement. surtout, depuis cette année, contre n'importe quelle équipe, on laisse la balle à l'adversaire. Et moi, je pense pas, je suis peut-être naïf, mais je pense pas que tu peux vouloir des guerriers en chaque fois et vouloir que les joueurs se battent jusqu'à la mort. Bon, déjà, il y a un problème de leadership, on reviendra après. Mais tu peux pas demander ça à tes joueurs et en même temps leur dire, écoutez les gars, reculez, on joue bloc bas et puis advienne que pourra. En plus, le fait de jouer bloc bas, c'est dire qu'on a énormément de problèmes défensifs parce que nos défenseurs sont beaucoup plus sous pression. Et tu regardes, il y a plein d'équipes. Tu regardes par exemple des équipes de City qui sont toujours dans les meilleures défenses du championnat, mais ils ne sont pas dans les meilleures défenses du championnat parce qu'ils défendent bien. Ils sont dans les meilleures défenses du championnat parce qu'ils n'ont pas à défendre. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ça, exactement. Ça peut marcher dans le présent. Si tu regardes les tops équipes, tu regardes le Bayern, leur Bayern, leur charnière centrale, c'est Alaba qui est undersize as fuck, comme tu as dit, et en plus qui est trop petit, et puis qui, pour moi c'est pas un défenseur central. Et Boateng, qui, même s'il est revenu un tout petit peu, il est cramé quand même depuis la fin de Messi. Ouais. Soule qui est assez lent quand même. Soule, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus fort que Lindelof, toi. Ah, je suis pas si sûr, effectivement, qu'ils soient plus forts que. Beaucoup plus forts, en tout cas. Donc, mais eux, ils ont quand même gagné la Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que devant, et c'est ce que Ole nous a vendu. Le Bayern, tu peux leur en mettre 2. Tu vois, cette saison, hein, ils ont pris 2 goals face à Dortmund. Boum, ils en mettent 3. Face au Barça, leur défense, elle est très mauvaise. C'est un match exceptionnel, mais dans un match normal, ils en mettent quand même 5 ou 6. Et tu regardes aussi, on se focalise beaucoup sur les erreurs défensives. Il y en a eu la plus mémorable pour moi reste la boulette face à Istanbul, ça j'ai toujours pas compris. Et on en reviendra aussi après sur le coaching, parce que c'est pas normal qu'un coach ne dise rien en voyant ça. Même si les joueurs, c'est pas normal qu'il y ait cette situation, bref. Mais si tu regardes, on se focalise beaucoup sur les erreurs, mais tu regardes l'année passée le nombre d'erreurs qu'a fait Van Dijk, Alisson ou Ederson. Même Ederson a fait autant d'erreurs qui a amené un goal que de Rea en première ligue. Mais est-ce que tu en entends parler ? Beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup moins de répercussions. Exactement. Parce que ça impacte pas, ouais, exactement. Exactement, mais ça impacte pas parce que quand ils le font, à part contre nous, parce qu'Ederson il fait 2 magnifiques boulettes quand on les bat l'année passée, hein, sur les 2 goals et c'est cadeau. Mais sur le goal de McTominay où il est à 25 mètres, il perd la balle, et puis le goal de Martial où la balle elle doit jamais rentrer, même si l'inspiration de Bruno est magnifique. Bref, tu les entends pas parler parce qu'ils ont un collectif qui te permet de rarement les mettre en défaut. Et les défenseurs devraient pas être un problème autant important que United. C'est des équipes qui sont sûres de leur jeu, quoi. Nous, on prend un but, c'est. Advienne que pourra. Ça, voilà. Tu vois des gens qui tremblent direct. Oui, alors en plus c'est vrai que tu vois les gens qui tremblent. En plus c'est vrai que Maguire a pas été si souverain que ça. Mais si tu regardes, il n'est pas aidé. Mais c'est tout un ensemble. C'est comme autant je suis énervé des schémas offensifs qui sont juste nuls. En fait, c'est boum badaboum devant. Alors oui, c'est différent parce qu'avant on faisait boum badaboum sur Lukaku ou Fellaini, puis maintenant on fait des longues balles au sol sur la vitesse de Rashford. Mais au final, ça reste des longs ballons et une espèce de jeu en transition où on est plutôt bon. Faut laisser. Mais bon, être bon en transition, c'est bien si tu as aussi un bon jeu collectif. Bref. Mais si tu regardes ils sont pas aidés, mais Luke Shaw, je suis pas sûr qu'il soit moins bon défensivement que Joao Cancelo. Ouais, non, c'est sûr, mais bon. Bref, et surtout, où je voulais en venir, c'est que autant les schémas offensifs sont dégueux, mais les schémas défensifs aussi. Le nombre de fois où tu vois Luke Shaw qui est seul, ou Wan-Bissaka, heureusement que Wan-Bissaka, même s'il est nul offensivement, heureusement qu'il défend pour 3 ou 4, parce que les dernières fois que Martial et Rashford ont fait un effort défensif, moi j'étais pas né. Eux non plus, vu que je suis plus vieux qu'eux, mais ils font zéro effort défensif.
Et, Rashford, ça arrive très très rarement. Par contre, Martial, effectivement, là, faut remonter au paléolithique, je pense. ouais, exactement. Donc voilà, au niveau du jeu, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les problèmes liés au jeu? Non, bah non, je pense Moi, Ouais. j'ai petit truc à ajouter. Ce qui me dérange, moi, ce qui me choque vraiment le plus, hein, au-delà du manque de jeu à proprement parler, du manque de séquences offensives, du manque de solidité défensive, c'est l'absence totale de mouvement. Ah, mais ça, c'est. On est une équipe très 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 statique. Et il y avait une stat l'année dernière sur la saison de l'année dernière. On était, je crois, l'équipe avant-dernière qui, en termes de kilomètres parcourus par match. Ah ouais. Et c'est encore, bah, j'ai envie de te dire, si on reprend le discours de Olé à sa signature, moi je veux que mon équipe ce soit celle qui court le plus par match. Ça a tenu 2 matchs. Et franchement, c'est vraiment très choquant parce que c'est la base du football en fait, le mouvement. c'est désespérant. Moi, Ouais, c'est vrai. enfin, quand j'entraînais mes U14, je leur disais toujours que c'est pas la passe qui crée le mouvement, c'est le mouvement qui crée la passe. J'ai l'impression que là, c'est Bruno qui leur dit, allez-y, tenez, il fait la passe, et tu vois souvent que les mecs, ils démarrent ensuite après. Et Oh. surtout, on a de la chance, c'est que Bruno est un bon passeur, même s'il a beaucoup de déchets actuellement. Et surtout, on a de la chance que des joueurs comme Rashford et Martial soient quand même très rapides. Et que Greenwood, s'il a un tir, il marque 2 buts. C'est Euh, ça, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chance dans les buts qu'on marque, et comme l'a dit Alan, on a aussi beaucoup de pénalty. c'est vrai que Donc même les résultats qu'on a, je sais pas s'ils sont dus entre guillemets à nous ou à notre chance. bah, sur cette saison, alors je sais que vous n'aimez pas les expected goals et tout, ça, tout ce qui est lié à ces stats-là, mais sur cette saison, on est 14e au championnat, mais si on prend en fonction des les expected goals contre nous et les expected points et tout ce qui va avec, on est encore plus bas, on est 16e, en ayant, bon, ok, on a un match de moins, mais on est 17e ou 18e, je sais plus, au nombre de expected goals. Et c'est pas, pour moi, c'est pas normal d'avoir un jeu autant faible, parce que tu as toutes les possibilités. Tu peux jouer sur la vitesse de Greenwood, Martial et Rashford, bien sûr. Tu peux jouer sur les côtés, les bons appels et les bons déplacements de Greenwood et Cavani, si tu veux, dans l'axe. Parce ils sont très forts pour ça. Là où Rashford et Martial sont assez mauvais sur les déplacements sans ballon. Tu peux te baser sur. En plus, t'as Pogba et Bruno qui peuvent shooter de loin. Tu as la créativité de Pogba, de Bruno euh, sur les longues passes. Tu as les jeux en remise qui sont excellents et aux abords de la surface de Mata, Bruno et Van de Beek. Tu as Luke Shaw qui est pas un manche au niveau des centres. En Ça fait, te laisse maintenant. t'as Teles bon, qui a joué qu'un match, après il a eu le Covid, bref, puis là il est parti au Brésil pour son équipe nationale, on verra comment il revient. Généralement c'est compliqué les joueurs sud-américains. Mais bref, il y a tout. Il y a tout pour jouer en plus dans plusieurs systèmes et pour jouer dans plusieurs animations différentes. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas et c'est pas normal. Charles l'a bien dit sur le forum. Pour ceux, n'hésitez pas d'ailleurs à aller nous suivre et venir parler avec nous sur le forum. 2 ans, euh, on accepte qu'en 2 ans tu n'aies pas atteint la perfection, mais on n'accepte pas qu'en 2 ans tu n'aies pas un projet de jeu. Et c'est ce qu'on parle depuis 20-25 minutes. Il n'y a, y a pas de projet de jeu en fait. Non, C'est, c'est le néant. c'est, C'est le néant. tu regardes même contre Everton ce week-end, on joue 30 minutes où on met de l'intensité. Everton ne bouge pas, ils sont à côté de la plaque, on les démonte aussi dans l'intensité. On a de la chance sur les deux. Ouais, de la chance. Non. Oui, on a de la réussite parce que Ducadine tire sur la latte et puis mais on marque sur une super action de Luke Shaw. Le premier goal, c'est peut-être la meilleure action que j'ai vue depuis qu'il est arrivé au Ole Gunnar Solskjaer. Et puis le deuxième action où il veut centrer puis ça rentre. Mais au-delà de ça, on arrive à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on fait? On, on recule, bloc bas. On recule, plus aucune intensité, et boum, on a eu chaud nouveau parce que si Doucouré il a pas des pieds carrés, on peut être égalité avant le 3-1. Bref, moi c'est ce qui me fatigue le plus, c'est que en fait je prends pas de plaisir à regarder Manchester United jouer. Il y a eu depuis que Ole Gunnar Solskjaer est le coach officiel, il y a eu moi, je suis désolé, même quand on gagne en bloc bas en ayant 2 shoots cadrés,
Alors oui, j'ai du plaisir parce que sur le côté dramatique entre guillemets du match et du résultat, mais sur le jeu, qui peut dire aujourd'hui en regardant jouer Manchester United qui prend du plaisir? Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. À proprement parler, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de séquence, il n'y a rien de travaillé en fait. À moins d'être Sadomaso, peut-être, hein, mais On va C'est une passer. succession d'individualités, de bonnes actions par Bruno ou par Rashford, mais il n'y a pas de. on n'est jamais C'est pas serein. le collectif, ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'il n'y a aucune combinaison. Je me rappellerai toujours, la seule combinaison dont j'ai mémoire, c'est le premier match, c'est le goal de Martial où on fait une combinaison où il y a 4 joueurs qui touchent, qui font une passe en une touche dans du petit périmètre. Je crois qu'il y a Lingard, même dans le coup, il y a Pogba. Et je crois que Il y en c'est a eu, Martial qui touche deux. Il y a eu Ah les oui, derniers- contre Cardiff, oui. Ouais, le Je me premier souviens. match. Mais sinon, il y a trop peu de combinaisons, il y a trop peu l'utilisation des latéraux est assez vraiment nul. Ole Gunnar Solskjaer, il était super bon au niveau des appels et de la finition. J'ai l'impression qu'il est incapable d'apprendre à Rashford et à Martial de faire des courses sans le Sans ballon Ouais. quand ils n'ont pas tout le terrain devant eux. Parce qu'en contre, Rashford, il a des excellentes courses. Martial, beaucoup moins. Mais dès qu'il y a le jeu un peu plus resserré, ces deux joueurs ne servent plus à rien à part des remises et puis des tentatives de frappe enroulées depuis le côté droit. Ah, pourtant, tu l'entends toujours en interview post-match dire avec Martial, on a bossé, j'ai envie qu'il soit présent dans la surface avec Rashford pour marquer ce qu'il dit, les tap-in, les buts dans la surface. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de boulot à proprement parler, j'ai l'impression. Tu me fais très très bien, j'allais l'oublier, de parler des tap-in, ou comme il appelle ça, des goals faciles en fait, lui. Ouais, c'est ça, des buts de raccro. Des buts de Des raccro. Poche. La stat est sortie cette semaine. En Europe, on est dernier égalité avec Armenia Bielefeld sur les shoots à l'intérieur de la 6-yard box. Donc c'est Dans les la 6 petite mètres. surface. Ouais, dans les 5 mètres ou 6 mètres, je sais pas comment vous appelez ça en France. Mais ensuite, 5,50 m. dans les C'est 5 ça. mètres 50, voilà. On est dernier d'Europe avec Arminia Bielefeld et il y a Wolfsburg avec nous. On est 3 à avoir qu'un seul tir. Et ça montre bien qu'en fait, dès qu'on marque énormément en contre et on n'arrive pas à dominer tactiquement et collectivement des équipes qui sont en bloc bas, donc on n'arrive pas à les déborder parce qu'on a encore plus dans le 4-4-2 losange qui pourrait être une solution, mais pas du tout avec l'animation de Solskjaer. On a encore plus de nos joueurs qui sont concentrés dans l'axe et on n'arrive pas simplement à balader un bloc bas. Tu vois, contre Istanbul, on a joué face à des joueurs de 3e, 4e zone, des Raphaël qui sont cramés depuis 10 ans, et pourtant ils n'ont eu aucune peine à nous défendre en bloc bas. Oui. Et parce qu'on n'a pas le jeu collectif, on n'a pas les schémas de passe, schémas de dédoublement. C'est quand la dernière fois que j'ai vu un dédoublement de nos latéraux? Je sais pas. Oh, ça doit remonter à l'avant-guerre, ça, je pense. Ouais. non Donc, ouais, on a assez parlé, je pense, du jeu. On est tous unanimes sur le fait que Oui. c'est largement insuffisant. Surtout qu'il a été promu et porté. Il y a eu des louanges sur lui dès le début pour son jeu. Ça a très, 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 très vite disparu. J'ai un dernier point avant de parler du bilan et de qu'est-ce qu'on ferait rapidement dans le futur si on était à la place de Ed Woodward et Matt Judge. Moi, j'ai encore mis quelques points où j'ai appelé ça entre guillemets problème tactique, et j'ai mis quelques points. Je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas de le faire. J'ai mis premier point, toujours pas de système de jeu et de plan de jeu qui marche à part bloc bas et contre. J'ai marqué, moi ça on en a assez parlé, où est passé le Manchester United Way of Football tant annoncé par Ole Gunnar Solskjaer. Les remplacements qui sont souvent trop tardifs et très souvent on les comprend pas. J'ai encore 2 points et je sais que ça va faire réagir. Il n'y a aucun leadership. On peut me dire oui, mais peut-être dans le vestiaire il gueule, tout. Au bout d'un moment, je suis désolé, tu regardes tous les meilleurs coachs du monde. Ils ne restent pas les mains dans leur imperméable Manchester United en train de regarder leur iPad et parler à leur adjoint. Je suis désolé, il est mou sur le banc et tout. Mais ça, malheureusement, c'est sa façon d'être depuis
Oui, Toujours. On avait déjà dit mais ça j'ai avec envie de Mourinho, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Avec tous les entraîneurs qu'on a eu d'ailleurs depuis Ferguson, il y avait souvent ce reproche qui revenait. Donc, à la limite, c'est pas forcément dérangeant s'il y a la Euh, tactique derrière, mais bon, c'est pas le cas. Oui, Donc, alors si moi tu bouges pas parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a aucun problème. Mais vu ce qui se passe sur le terrain, oui, c'est sûr. regardez Klopp, regardez même Brandon Rodgers, vous regardez Guardiola, vous regardez Zidane, même si je ne suis pas fan de son coaching, vous regardez Nagelsmann, vous regardez Pochettino, vous regardez Simeone, vous regardez Conte, ils sont tous proches du terrain, à toujours parler avec leurs joueurs. Alors nous, on dit rien, il dit rien, 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 rien. D'un coup, il y a Mike Phelan qui se lève, tu sais pas pourquoi. Et qui reste devant sa tablette, c'est vrai que Ouais. c'est fatigant. Alors, Bah, j'ai envie de te dire que l'équipe est à l'image de l'entraîneur, là, pour le coup. molle. C'est Et ça? sans intensité. Et tu l'as assez bien dit, pour moi, c'est le plus gros problème de notre équipe, c'est qu'on n'a aucune intensité. Tu regardes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder Liverpool City. Non, j'ai Euh, pas regardé. Quelques Non, minutes pas seulement, ouais. Alors, c'était pas du grand football parce que même si je déteste ce genre de remarques de Solskjaer, mais Guardiola et Klopp ont fait les mêmes, ils disent que les joueurs sont cramés, ça je veux bien le croire. Ouais, mais Même si je déteste ça, mais même si les joueurs sont cramés, il y a une intensité, mais qui est à des années-lumière de ce qu'on propose, même dans un match face à Everton, qui était censé être quand même un bon match de Première Ligue, sans être un match choc, c'est un match entre entre deux équipes qui doivent jouer le top 6. Il n'y avait Oui. aucune intensité. Tu regardes Liverpool qui est ultra décimé, sans Van Dijk et tout, l'intensité qu'ils mettent. Ils jouaient avec Wijnaldum et Anderson comme seuls récupérateurs. Autour, c'était le feu. City, ils ont mal commencé le match. Après, ils ont mis aussi une grosse intensité à la récupération. Nous, en fait, il y a Fred qui met une grosse intensité à la récupération. C'est tout. McTominay dans les duels, parce que le problème c'est qu'il est trop lent pour faire ce que fait Fred en termes de pressing, mais dans les duels il met de l'intensité, Matic aussi, mais même s'il est trop lent. Et c'est tout. Et on peut pas jouer comme ça. Si vous regardez les meilleures équipes actuellement au monde, même depuis 3-4 ans, c'est soit il y a eu le Real de Zidane qui était une équipe qui était construite de façon. Tu avais un des meilleurs défenseurs de l'histoire, un des meilleurs attaquants, Ronaldo qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire, Benzema, Bale, bref, ils avaient un Casemiro, Kroos, Modric, Casemiro, trop de monde en fait, bref. Revenons sinon, à nos moutons. Sinon, vous regardez le Liverpool de Klopp, si vous regardez le City de Guardiola, le Bayern de Rangnick, de Flick, pardon. Toutes ces équipes-là, le Tottenham de Pochettino qui va en finale, si vous regardez Leipzig, Atalanta, sont demi-finale. exactement, Leipzig, Atalanta, ils ont tous quelque chose en commun, c'est Le mouvement. déjà le mouvement, l'intensité et Oui. le pressing ou la version du gegenpressing, parce qu'il faut savoir que Klopp, Nagelsmann et Flick, ils viennent tous de l'école entre guillemets Rangnick. J'arrive jamais à dire son nom. Merci. C'est Red Bull, quoi. Ouais, exactement. Et eux, c'est lui en gros le pape du pressing en Allemagne. C'est lui qui a un peu formé tous ces coachs sur ce point-là, ou inspiré ces coachs-là. Bref, mais toutes ces équipes-là, elles ont une intensité que nous, on n'a jamais. Non, mais oui, c'est clair. Et pourtant, je suis sûr, tu peux mettre de l'intensité avec Bruno, tu peux mettre de l'intensité avec Rashford, tu peux mettre de l'intensité avec Van de Beek, tu peux mettre de l'intensité avec Fred. Fred, c'est sa vie, l'intensité. Avec des Pogba, tu peux mettre de l'intensité quand il est à 100%. Oui, quand il a envie, quoi. Quand il est à 100% physiquement, surtout. Greenwood, tu peux. Martial, j'ai des doutes. Mais si tu as un seul joueur, ça va, qui est un peu moins intense. Mais donc, pour moi, oui, l'intensité, ça vient aussi du coach. Et un coach qui dort sur son banc, ça n'aide pas. J'ai encore marqué un dernier point. Et ça, je suis sûr que vous allez vous intéresser. C'est la gestion du groupe et le retour des blessures. Ça, c'était mon point, ça. Exactement. Là, c'est celui sur lequel je vais faire couler du sang. La dernière, pour juste avant de te lancer et faire brièvement là-dessus, le nombre de joueurs qui sont revenus de blessures et qui se sont reblessés juste après ou qui n'étaient juste pas prêts, c'est facile. Pogba, là, depuis qu'il est revenu du Covid, et lui, comme je le disais, lui, il a vraiment eu le Covid. Il n'a pas eu juste un ou deux symptômes, lui il a été vraiment malade et tous les gens qui l'ont eu savent que c'est difficile. Bref, il revient, boum, titulaire. L'année passée, il revient alors qu'il s'est blessé au pied ou c'était la cheville, ou cheville. Il revient titulaire contre Rochdale en match de coupe moisi, il se reblesse. Lingard, ça a été le cas aussi. Rashford, ça a été le cas. Martial, ça a été le cas. Au bout d'un moment,
je veux bien incriminer notre cellule médicale, mais il gère son effectif comme s'il était sur FIFA en fait. Bah, l'exemple le plus frais, c'était le week-end dernier, c'était Lindelof qui avait un souci au dos et la conférence de presse d'avant-match, donc un jour avant, où il dit on verra demain matin à l'hôtel comment il se sent. Et au final, bah, il était titulaire. Maguire aussi qui s'est blessé en plein match et qui a continué à jouer. Ouais, Maguire qui a joué Maguire, blessé il 3 mois l'année dernière. Enfin, pratiquement. Donc C'est vrai ouais, que sur ça, franchement, il y a aucun progrès en fait. Si je peux, entre guillemets, là, je vais me lancer là-dessus. Si je peux prendre la parole rapidement. Vas-y. Sur ce point-là, franchement, il y a pas du tout de progression. Je vous en ai parlé hier en off, mais quand il arrive, quand il est nommé du coup intérimaire et avant le mois de mars où il est intronisé définitivement, il arrive aux alentours du Boxing Day. Donc il met en place son système avec Matic, Herrera, Pogba qui marche très bien. Et donc l'équipe ne bouge pas, hein, le 11 ne change quasiment pas. On gagne, tout va bien. Et ensuite, bah, ça commence à, t'as Herrera il y a le match qui m'avait marqué, c'était le match contre Liverpool où t'as Herrera et Mata qui se blessent avant la 45e minute. Je crois qu'on a 3 changements en première mi-temps, je crois. Ouais, C'est ça. on a fait Et ensuite, t'as Matic qui se pète. T'as Pogba qui résiste, donc on a eu un peu de la chance. T'as Bailly, malheureusement, C'est Bailly, quoi. c'est Bailly, mais sur cette période-là, franchement, on a eu beaucoup de blessés et le 11 n'avait pas bougé. On s'est dit quoi? On s'est dit bon, il est jeune, il va apprendre. Qu'est-ce qu'il fait un an après, donc au retour du Covid, le restart, le 11 ne bouge pas jusqu'à quasiment la fin. Avec des joueurs cramés, complètement cramés. On se dit bon, c'était peut-être spécial le Covid. On se dit bon, il y aura pas de pré-saison, il y aura sûrement du turnover qui va être mis en place. Van de Beek, qui est le seul qui a eu une pré-saison complète, ne joue quasiment pas. Bruno finissant pratiquement tous les matchs sur les rotules. Sur ça, franchement, il y a aucun problème. T'as complètement raison et surtout, pour beaucoup, ça c'est un problème, mais le jour où Bruno n'est pas là, on n'a quasiment plus de jeu offensif et c'est problématique. On a recruté, j'ai pas envie de croire qu'on a recruté Van de Beek seulement pour mettre sur le banc. Comme il faut savoir que j'ai regardé Van de Beek cette année a joué moins de minutes que Lingard l'année passée sur la même période. Ah non, mais c'est une catastrophe, hein, la gestion de Van de Beek. La gestion de l'effectif complète est mais- catastrophique. Alors toi tu le dis plutôt dans la gestion de l'effectif au niveau des remplacements, du turnover et tout ça, mais moi j'ai aussi envie de te dire dans la gestion, on a un effectif, on aime bien taper dessus, mais notre effectif est quand même un des tops en Europe. Alors on n'est pas dans les 3-4 meilleurs effectifs, mais on n'a pas un effectif qui est à la ramasse. On a un effectif. On a un des meilleurs milieux, quoi. On a un des milieux les plus denses et les plus talentueux d'Europe. On a 4 joueurs offensifs de haut niveau, Cavani, Greenwood, Martial, Rashford. On a le défenseur titulaire de l'équipe d'Angleterre, le défenseur titulaire de l'équipe de Suède. Suède, et les deux sont très solide, bons en hein. équipe nationale. On a Wan-Bissaka qui est un super défenseur, même si un jour il faudra quand même qu'il apprenne à faire 3 passes. Et sur le côté gauche, il y a plus de doutes, mais Luke Shaw, c'est pas non plus une catastrophe à ce point. Et derrière, cette année, on a De Gea qui fait plus que le taf cette saison. Pour l'instant, ouais, il et est revenu, c'était ce que j'ai dit l'autre Le fois, pire, sinon, ouais. le seul goal où je peux lui reprocher, c'est le goal contre Everton. Et qu'est-ce qu'on apprend après le match? On apprend que De Gea était diminué. Putain, mais on a Dean Anderson sur le banc qu'on paye. C'est ça, qui est le c'est cinquième ça, c'est gardien, exactement ça. qui est le 5e gardien le mieux payé de Première Ligue, et tu peux pas le faire jouer un match contre Everton alors que De Gea est diminué. Surtout que. En fait, t'as l'impression que l'effectif n'a pas été étoffé. C'est le même effectif que l'année passée. C'est ça. En fait, il réagit comme si ses meilleurs joueurs étaient irremplaçables. Et combien de fois on s'est dit, putain, les joueurs sur le banc sont meilleurs que les joueurs sur le terrain. Ouais. Parce que clairement. je vous rappelle, Mata a enchaîné les matchs. James a déjà joué titulaire plusieurs fois. Moi, je suis désolé.
McTominay et Fred, ils ont fait un bon match ce week-end contre Everton. Vous savez ce que c'est le problème? C'est que il y a deux problèmes. Wow. Ils pourront pas faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait ce week-end. Parce que c'est des joueurs qui sont comme ça, c'est des guerriers défensifs. Oui, ils sont limités, c'est pas les meilleurs joueurs. Ils sont limités. C'est des bons soldats, quoi. C'est des bons soldats. Mais le problème, c'est que tous les matchs, il joue, tous les matchs face au gros, ou tous les matchs où il a peur pour sa tête, il joue avec ça. Et tu ne gagneras jamais un titre, un vrai titre, hein, Ligue des Champions ou Première Ligue, avec Fred et McTominay au milieu de terrain. Encore moins, vu ton animation offensive et tes latéraux, tu as l'impression qu'ils se font taper sur les doigts dès qu'ils montent avec le ballon. Donc c'est problématique. C'est problématique d'avoir un tel effectif et de ne pas savoir jouer et de ne pas avoir de progrès par rapport à l'année passée. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. On va finir brièvement, assez rapidement, les gars, parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en train d'enregistrer. On va finir sur... je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous feriez? Et si vous voulez virer Ole Gunnar Solskjaer, par qui vous le remplaceriez en étant un minimum pragmatique, on dirait, un minimum réaliste, donc pas de Klopp ou Guardiola qui sont déjà... bref, vous avez compris, pas de Flick qui est au Bayern, qui viendra par exemple. Petite conclusion rapide individuelle. Exactement, alors on va commencer par Mohamed. Alors, si j'étais à la place du board, ou si j'avais une place dans le board, ce que je ferais, c'est que je licencierais Ole Gunnar. Pour son image, je lui dirais de démissionner, entre guillemets, pour garder sa bonne image. Mais en tout cas, je le garderai pas. Pour une chose très simple, c'est que c'est ma théorie de la compensation, en fait. On fait pas d'une première erreur, on laisse pas quelqu'un en attendant en espérant que ça se répare, en fait. D'une erreur, on en fait deux au lieu d'en faire qu'une seule, en fait. On justifie pas une erreur par une erreur. Voilà, exactement. J'avais perdu un petit peu mes mots, donc voilà. Et ce que je mettrais derrière ensuite, ce serait Pochettino, sans contestation aucune. Il est disponible, j'ai envie de dire, donc sautons sur l'occasion. Allegri, j'y crois pas trop. Laurent Blanc, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas coaché, et puis ça serait le mettre. C'est un nouveau pari. Oui, voilà, c'est un nouveau pari encore. Il faut de la valeur sûre, donc non, je ne prolongerai pas l'aventure et je mettrai, on va dire, une valeur sûre et quelqu'un surtout qui a une vision à long terme, comme il a fait à Tottenham. Pochettino, c'est quelqu'un qui vient, qui s'installe, et puis en plus, j'ai envie de dire, il a l'habitude des boards difficiles parce qu'avec Daniel Levy, il était servi, donc. Ouais, c'est vrai qu'il a réussi à toute cette équipe, c'est les Son, les Eriksen, les Kane, c'est lui quasiment qui les a créés, entre guillemets, qui en a fait le mastodonte que c'est actuellement. Parce que c'est vrai que le mercato, Levy, il construisait leur nouveau stade, tu me diras c'est peut-être normal, mais il avait bien fermé la bourse. Alan, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, si j'étais Woodward, je déménagerais pour pas me faire cambrioler. Ouais. Mais la première chose déjà, c'est... je pense que ce serait virer Solskjaer à contre-cœur. Mais ce serait d'installer un directeur sportif aussi qui justement s'occupe du sportif. Et à partir de ce moment-là, choisir un coach avec un plan de jeu bien défini et avec un plan moyen à long terme. Et t'as pas un nom à nous donner? Si, qu'on en a parlé un petit peu. Je serais assez tenté par un coach de la filière Red Bull. Ouais, donc Nagelsmann, Rangnick ou même le coach de Gladbach, Marco Rose. Ouais, ou Hasenhüttl. Encore plus compliqué à dire. C'est le Hunt. Merci. Southampton. Ouais, sinon Pochettino, c'est un peu pour moi la facilité parce qu'il est libre. Ou sinon, après ça c'est mon petit plaisir personnel, ce serait le coach de Sassuolo, De Zerbi. C'est vrai que De Zerbi, j'y ai pas pensé, qui fait un travail exceptionnel avec un effectif bien faible en tout cas. Nathanaël, qu'est-ce que tu ferais toi alors? Là, malheureusement, je vais être d'accord avec mes deux compères, même si ça me fait mal au cœur.
Oui, déjà, effectivement, que Woodward déménage loin d'ici, mais malheureusement, on peut pas le dégager comme ça, donc il faudra faire avec. Mais effectivement, il a insisté juste sur un point intéressant, c'est Alan, du coup, qui a parlé du directeur sportif, ou Mohamed, j'ai Alan. même pas fait gaffe. Alan. Effectivement, mais d'ailleurs, certaines personnes avaient fait remarquer que finalement, depuis 2013, ou même un peu, ouais, depuis 2013, le problème, c'est même plus tellement qu'il n'y ait pas Ferguson. On parle évidemment qu'il y a que ça laisse un énorme vide, mais c'est aussi on avait un très très bon directeur sportif du nom de David Gill, tout simplement. Qui est une plus grosse C'était perte vraiment, que Ferguson. pardon? Sur ce qu'on a, depuis tous les problèmes qu'on a depuis là, ça a été une bien plus grosse perte que Ferguson. Ah oui, ouais, c'est ce que je pense aussi avec le recul, effectivement, et il y a plein de gens qui le pensent. Parce qu'on avait un vrai directeur sportif qui était performant et qui avait vraiment, on va dire, qui voyait vraiment, qui avait une vision sportive, tout simplement. Oui, c'est un directeur sportif, alors que là, on a un directeur marketing plutôt aujourd'hui. Qui est très Voilà. bon dans ce qu'il fait, par contre. Et bref, donc il y a ce problème-là, mais effectivement, parce qu'on ne peut pas malheureusement virer comme ça un directeur sportif, et que bon, les Glazers, voilà. Bref, je vais pas développer sur ce point, mais il faut que effectivement, malheureusement, prendre cette décision à un moment donné et pas attendre que cette saison soit terminée déjà, parce que là, même si on est mal barré, comme beaucoup d'équipes font n'importe quoi cette saison, parce qu'on voit que le classement est très serré, hein, finalement, que quand Leicester est premier, sans manquer de respect aux Foxys, bon, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et aussi, comme successeur, ouais, Pochettino, ou éventuellement peut-être, je dis bien après, je suis pas trop les tactiques des uns et des autres, mais Lucien Favre est un nom qui a été beaucoup avancé aussi. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément à long terme la meilleure idée. Mais Pochettino, ouais, ou éventuellement Laurent Blanc, même s'il y a le problème, effectivement, que ça fait longtemps qu'il a pas entraîné, mais je me dis que c'est pas la même chose que pour être joueur, par exemple, le fait de pas jouer pendant 2 ans et revenir, oui, c'est casse-gueule. Pour un entraîneur, je me rends moins compte, en fait, si c'est si problématique que ça. Donc, Laurent Blanc, à la limite, pourquoi pas. Voilà. C'est très sous-estimé, je trouve. Non, ça peut même Je trouve profiter. très- Ouais, mais il a, Oh, quand même, plus- ouais, mais il a quand même coaché le PSG avant, il a quand même coaché l'équipe de France, c'est quand même moins. Même s'il manque d'autorité, parce que quand il s'est fait traiter de fiotte par Aurier, bon, c'est un peu. Ouais. Mais bref, c'est encore une autre Bon, histoire. ça, c'est un mais autre problème, Laurent Blanc, c'est toujours l'institution pas. PSG, quoi. Voilà. Moi, pour clôturer ce podcast, bien sûr que je veux qu'il parte. Mais par contre, moi, Sans état d'âme. Évidemment. Hein. Je pense que les gens ont compris que j'avais beaucoup de choses à charge contre Oui. Ole Gunnar Solskjaer, le coach, parce que j'adore toujours le joueur, j'ai toujours adoré le joueur. Par contre, moi, je le garderai si c'est possible dans l'organigramme, et moi, je le mettrai justement à cette place de directeur sportif, parce que Woodward a répété et répété qu'il voulait pas un gourou des transferts. Donc les monkeys et tout, etc. on oublie. Il veut quelqu'un. Non, mais Van der Sar, quoi. Van der Sar, moi, Van der Sar, ce serait parfait. Mais bon, Van der Sar, il est paisible, il fait d'excellent boulot à l'Ajax. Il va pas se foutre moi, je pense qu'il n'aurait pas non, tu vois. Il est souvent. Ah non, il était pas fermé. Hein, les séances de Van der Sar, il me Le semble qu'il problème, était pas c'est pas fermé. que. Le problème, c'est pas que Van der Sar dise non, c'est que Woodward dise non. Ouais, C'est ça, ouais. surtout ça. Et donc, mais moi, parce que au niveau de l'idée des recrues qu'il aurait aimé, même si ça fait un peu FIFA et Foot Mercato, les joueurs qu'il a ciblés, c'est des joueurs que j'aurais voulu dans le club, les Upamecano, les Declan Rice, les Jadon Sancho, bien sûr. Même si c'est un peu du FIFA et bref, et que tout le monde connaît, c'est pas des joueurs comme quand Klopp va chercher ou Liverpool va chercher Mané, Salah, Firmino. C'est des joueurs qui sont beaucoup moins, ou Wijnaldum, c'est des joueurs qui sont beaucoup moins cotés que ça, ou Robertson, Ouais. bref. Il Et faut l'accessibilité. bien sûr, je change de coach. Je prendrai Pochettino. En fait, tout dépend du timing. Si c'était moi qui le faisais, je virais aujourd'hui, donc je prends Pochettino. Si c'est Woodward qui licencie et puis qui licencie à la fin de la saison, ce que je comprendrais pas, je serais à 100% pour Nagelsmann. Ou encore un Favre qui est aussi, je trouve, très intéressant et qui développe énormément les jeunes et le jeu offensif. En fait, on voit quand même que dans les 4, pour conclure, on voit que nos 4 avis, on est plutôt sur un départ. Et surtout, les 4 profils qu'on propose, c'est des profils à haute intensité, du pressing et du jeu. C'est des bâtisseurs surtout. Et des bâtisseurs, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est ce qui, en fait, actuellement, est-ce qu'on a l'impression qu'on bâtit quelque chose?
Pas forcément. Est-ce qu'on joue bien? Pas forcément. Est-ce qu'on a les résultats? Pas forcément. Donc désolé. J'ai même envie de dire, si on peut finir juste sur cette petite conclusion, entre guillemets, je peux me permettre, c'est que même les points positifs qu'on a énumérés à la base, avec le temps et surtout maintenant là que ça fait c'est la deuxième saison, ils sont en train de se transformer en points négatifs. Donc quand au début on disait que le discours était positif, on se rend compte que maintenant le discours et c'est plus un discours de charmeur de serpent que des actes à proprement parler. Le fait que ce soit un jeune entraîneur et qu'il apprendra avec le temps, on se rend compte qu'il apprend pas de ses erreurs. Puis que ça fait 10 ans qu'il est coach des pros. Oui. Donc même ça, entre guillemets, on a plus grand chose pour le défendre. Non. Donc, pour clôturer, désolé Ole Gunnar Solskjaer, merci pour tout ce que tu as fait pour le club en tant que joueur. Mais la décision est tombée. Manchester Devils. La sentence est irrévocable. La sentence est irrévocable. Bye bye, fais tes bagages et profite bien de ta retraite. Parce que je doute qu'il y a un top club le reprenne. C'est dur par contre quand même. Moi, il part, mais c'est quand même, ça reste à contre-cœur. C'est quand même un échec. Bien sûr. Mais alors, moi déjà, ça me faisait chier quand Van Gaal est parti, quand Moyes est parti, quand Mourinho est parti. Mais ça me fait encore plus chier quand c'est un joueur que j'ai adoré sous nos couleurs. Donc, et en plus, c'est quelqu'un qui a l'air profondément sympathique. Toi, c'est pas Mourinho. Mourinho, quand il est parti, tout le monde était content qu'il parte. Là, moi, c'est un constat d'échec qui me fait chier au plus pour être poli, qui fait chier au plus haut point, parce que on aurait tous voulu, ça aurait été la belle histoire. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. En tout cas, merci Mohamed, Alan et Nathanaël d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Plaisir. Malheureusement un peu négatif. C'est un peu de toute façon, la négativité, c'est ce qui tourne autour de notre club depuis 7 ans, on dira. Donc, dernière chose à ajouter, excuse-moi, n'hésitez surtout pas à venir nous dire ce que vous pensez de Solskjaer sur le forum et surtout sur la page Facebook et Twitter sur Manchester Devils. N'hésitez pas à participer au podcast aussi. Si vous voulez pas hésiter quoi. Exactement. Donc, comme on dit, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, à nous follow sur Twitter, sur Facebook, à suivre, à vous inscrire sur le forum pour pouvoir discuter encore plus facilement de Manchester Devils. Et si vous vous inscrivez, vous pourrez participer au podcast. Et ce sera avec un immense plaisir que nous parlerons de foot et de Manchester United, bien sûr, avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao. Bye bye. Salut les gars.